été un exercice très délicat parce que parler du docteur Étienne Tshisekedi Moulumba, je crois qu'il y a bien des personnes très outillées qui ont travaillé avec lui en politique, qui ont évolué avec lui dans le parti, et qui étaient aux côtés de lui comme combattants, qui étaient les membres de famille, qui sont vivants. Donc je ne pourrais me contenter que de la part de ce que j'ai vu avec mes lunettes. Qui était-il? Une notabilité de la commune de Limete. Vous le savez, à Limete résident plusieurs notabilités des hauts rangs, sans négliger plusieurs leaders aussi des confessions religieuses. Compliqué. Mais il s'agit, voyez-vous, on l'appelait leader Maximo. Donc c'est un leader qui avait beaucoup de charisme, ça c'est connu. Il était emblématique. Rien que Limete était presque lié ici au parti UDPS, mais partout où nous allions, lorsque nous disions que nous étions bourgmestre de Limete, on nous rappelait « Ah, vous êtes le bourgmestre de Étienne Tshisekedi ». Donc le nom même Limete était un peu lié à la personne d'Étienne Tshisekedi. Il était par moments populiste parce qu'il savait comment parler et enflammer celui qu'on appelle le petit peuple. Il est apparu il y a quelques années avant, un peu usé par le poids de l'opposition. Vous savez, c'est plus aisé d'être au pouvoir durant plusieurs années, mais faire l'opposition sur plusieurs années, 30 ans, 40 ans, on a senti que cela usait un peu plus, mais aussi la géopolitique internationale évolue tellement vite que par moments il paraissait un peu incompris, surtout à l'international. Mais en un mot, je dirais que Étienne Tshisekedi était énigmatique. C'est comme ça que vous avez pu voir que je n'arrive pas à le définir en un seul terme. Un de ses anciens conseillers, en la personne du professeur Kayemba Ntamba, décédé, paix à son âme, se disait toujours déçu du fait que tout le temps qu'il avait passé aux côtés d'Étienne Tshisekedi, il n'a jamais réussi à le convaincre de faire la lutte armée. Je préfère m'arrêter par là en termes de présentation. Cela dépendait des temps et des circonstances. Si Limete se caractérisait par les manifestations politiques de l'opposition, c'est parce qu'aujourd'hui nous parlons du personnage d'Étienne Tshisekedi, mais n'oubliez pas que un parti comme le MLC avait un ancrage aussi important dans des quartiers comme Kingabwa. Donc Limete disait manifestation politique et surtout de l'opposition. Effectivement, les sièges de l'UDPS, en tout cas l'ancien siège, avait pour caractéristique chaque jour des grands attroupements des combattants. Et si le matin c'était un peu froid, mais plus la journée s'avançait, compte tenu aussi des circonstances, par exemple en période préélectorale, en période électorale, en période post-électorale, lors de la proclamation des résultats,
où en période d'élaboration de la Constitution, en période des référendums, en période des grands enjeux, fin mandat par exemple, lorsque en 2016 le mandat du président en exercice était terminé, c'était des périodes d'extrême tension où des manifestations se succédaient presque semaine après semaine. Donc on ne pouvait pas gérer la commune sans intégrer ce foyer des tensions qu'on appelle en jargon de sécurité un point chaud. Mais il n'y avait pas que le siège du parti. Il y avait la résidence même d'Etienne Tshisekedi qui était sous surveillance 24 heures sur 24. Vous savez qu'il y a eu même des moments où les entrées de l'avenue de sa résidence, comme les deux bouts du moins, il y avait des checkpoints avec des policiers en permanence parce que il fallait justement non seulement le protéger, mais avoir aussi des informations pour gérer notamment ses déplacements. Ici, je dois dire que les déplacements, un simple déplacement de Tshisekedi, je ne parle d'Étienne Tshisekedi, pouvait être susceptible de créer des émeutes. Donc, il fallait toujours informer les gouverneurs notamment que voilà, le président du parti, dont la personne Tshisekedi, vient de quitter sa résidence, il se dirige soit vous donner la direction. Nous, ça s'est arrêté évidemment. S'il sort de la commune, on doit informer qu'il est sorti de la commune. On ne s'intéressait pas à sa vie privée, loin de là. Mais je dois aussi dire que certaines informations, on les avait grâce à nos amitiés, grâce à... Dans la cour, ça signifie qu'il y avait toujours quelqu'un dans la cour aussi qui pouvait pouvoir nous informer que voilà, le chef effectuait un déplacement. Nous étions au courant, en tout cas. C'était important pour pouvoir ne pas être en retard de donner des informations. L'annonce de la mort d'Étienne Tshisekedi est tombée comme une foudre, non seulement sur la commune, mais surtout sur les membres de son parti. Et ici, j'aimerais distinguer deux phases. La première phase, c'est que dès qu'il y a eu annonce, les combattants ont vite crié à la théorie du complot. Surtout, je crois, ma mémoire est bonne, qu'il y a un politicien qui s'était hasardé d'évoquer sa mort quelques semaines avant, ce qui fait que ça a alimenté des tensions où les jeunes, surtout membres de son parti, ont crié à la vengeance. Et comme dans de telles circonstances, c'est souvent la population qui en paye le prix parce que les avenues avoisinant les sièges ou la résidence d'Étienne Tshisekedi n'étaient plus fréquentables parce que les jeunes se promenaient, bâton à la main, criant vengeance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les semaines passées, la tension ne s'abaissait pas. Heureusement, quelques acteurs de la société civile des libertés, nous nous sommes réunis avec eux et avons adopté une stratégie qui a payé. C'était de pouvoir essayer de créer quelque chose qui allait encadrer toutes ces personnes en désarroi. Nous avons érigé une tente au niveau de la 10e rue.
nous avons fait imprimer des bâches en l'honneur des illustres disparus. Nous avons créé un registre de condoléances et avec un registre de condoléances, avec l'effigie aussi de l'illustre disparu et une tente, ce qui faisait que, au lieu que les combattants soient dispersés, on a créé comme une sorte de sanctuaire où les gens allaient justement se recueillir. Et cela a contribué pour moi, en tant que numéro un, n'est-ce pas, devant gérer l'ordre et la tranquillité dans ma commune. C'était payant parce que avec ça, on a pu mobiliser autour de ce sanctuaire plusieurs jeunes gens. Et je dois nous le dire, on a essayé aussi démotiver avec quelques moyens des bords. Ça signifie que ceux qui veillaient tous les jours sur ce site étaient encouragés par un petit café jusqu'à ce que la tension est partie. La deuxième phase, c'était les obsèques. Vous savez quelles étaient officielles. Vous savez qu'il y avait des représentants de haut rang, que ça s'est passé au stade de Martyr. Au niveau de la commune de Limete, nous, en tant que commune, notre part a été très active. Je crois que je garde encore dans mes valises le t-shirt imprimé à l'occasion où tous les agents communaux avaient porté et on avait écrit Limete pleure son sphinx. Donc ça s'est passé comme vous vous en rappelez, des obsèques dignes. Et je n'oublie pas qu'un haut gradé de la sécurité m'a appelé, je crois, à la fin de la journée pour me dire, mais est-ce que tu as suivi les obsèques d'Étienne Tshisekedi? Je lui dis oui. Il m'a dit, c'est digne pratiquement d'un chef de l'État. Il dira, à l'époque, ces hauts dignitaires qui travaillent, je crois, dans les services de renseignement, il me dira, mais j'avais conseillé à l'époque que l'on puisse pouvoir accepter, autoriser qu'il soit enterré. Je crois que ça n'atteindrait jamais ces proportions. Bon, voilà, à quelque chose malheur est bon aujourd'hui. Au moins, mieux vaut tard que jamais, il a été enterré comme un chef d'État. Mais vous savez, en termes d'analyse, on ne sait pas toujours dire, on ne sait pas prévenir ce qui serait arrivé si on l'avait enterré avant ou après. L'essentiel, c'est que les obsèques se soient déroulées à la grande satisfaction de sa famille et de ceux qui lui étaient chers, sans oublier la population. L'intention d'avoir des révélations sur quelque chose de particulier qu'était Étienne Tshisekedi Wamulumba et qui pourra intéresser le grand public qui nous suit. Dès que j'ai été nommé bourgmestre de Limete, j'ai cherché à obtenir le numéro de DIRCAB Albert Moleka à l'époque. Et je me rappelle lui avoir dit, lui peut-être ne se souviendrait pas de cet appel, je lui ai dit, je voulais vous informer que je suis le nouveau bourgmestre de la commune de Limete et que dites à papa Étienne Tshisekedi que si jamais il y a toujours des paperasses qui ne le concernent pas lui-même, qui concernent quiconque, membre de sa famille ou bien ses collaborateurs les plus proches, qui n'hésitent pas, qui ne devraient pas hésiter parce que nous étions là pour travailler pour l'intérêt de tout le monde, du moins de la population délimitée. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas d'inquiétude. J'ai communiqué le numéro et j'ai dit qu'on pouvait m'appeler moi-même. Et le DIRCAB a pris bonne note.
Alors, quelque chose de particulier. Oui, vous savez que dans la commune des Libertés, comme je l'ai dit en commençant cette entrevue, nous avons des dignitaires presque dans tous les domaines de la vie, militaire, civile, bon, des affaires, religieux. Il est difficile de pouvoir accéder à eux pour les services administratifs. Ça signifie que la commune a toujours eu du mal d'atteindre les concernés pour des notifications ou significations quelconques. Et de ce côté-là, nous étions impressionnés, on doit se le dire. Ce n'est même pas la commune, mais le quartier, le bureau de quartier résidentiel nous a donné plusieurs témoignages, sur le quartier Meta notamment, que Étienne Tshisekedi s'est confié volontiers aux agents des quartiers, notamment en matière de recensement administratif. Ça signifie quoi? Que lorsque les agents des quartiers s'est présentés devant une résidence aussi sécurisée que la sienne, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de garde partout, même c'est lui-même qui intervenait pour dire vous les laissez entrer. Et quand les agents venaient, il n'y avait pas d'intermédiaire entre les agents et lui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un porte-parole. C'était l'agent recenseur du quartier qui lui demandait de décliner ses identités, de décliner toutes les informations nécessaires pour un recensement administratif de routine. Et ça nous impressionnait parce que, comme je l'ai dit auparavant, beaucoup de portes nous étaient fermées, en particulier aux agents de quartier. C'est comme ça d'ailleurs que les statistiques des recensements sont biaisées. Parce que lorsque vous trouvez un haut gradé qui n'ouvre pas ses portails aux agents de la commune, c'est un peu, en termes de particularité, ce que moi je sais et que je connais de lui. Voilà. De manière générale, je crois que j'ai dit d'abord ici, c'est que le professeur Kayumba Tamba, communément appelé Gigi, disait qu'il était déçu de lui parce qu'il avait refusé de pouvoir mener la guerre comme moyen d'atteindre le pouvoir, qui était fondamentalement pour la non-violence. C'est une des qualités, mais aussi je crois que je ne l'ai pas, on peut me contredire, là je parle de ce que moi je connais, je ne l'ai pas entendu, en tout cas par voie des médias interposés, s'attaquer aux cofondateurs du parti, du moins ceux qui étaient dans les collèges de l'UDPS, quand il y a eu scission, départ, je l'ai peu entendu les attaquer des fronts ou par des positions médiatiques. Peut-être ceux qui étaient dans la cour le plus proche l'auraient entendu, mais par les médias, je ne l'ai pas entendu s'attaquer à Liaou, à Frédéric Kibassa, à Birindoa, à Mboikien. J'ai pensé que ça serait aussi une qualité dans la mesure où il ne faut jamais exclure une réconciliation avec des personnes qui vous ont été très proches, quand bien même il y a des moments en politique où les gens se séparent. Je crois que c'était une qualité. Ce que je dis, je vais l'étayer par un exemple concret. Gabriel Kyungu n'a pas hésité, par moments, il était dur dans son langage vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi.
Mais j'ai remarqué que Étienne Tshisekedi ne lui a, du moins en public, je le dis, ne lui a pas rendu l'appareil. Je n'ai pas entendu dans un discours ou un meeting Étienne Tshisekedi rendre à Kyungu coup pour coup. Je parle de Gabriel Kyungu. Et je crois qu'il a continué plutôt à dire, quand vous, des médias, vous avez essayé des fois de savoir ce qu'il pensait de Kyungu, je crois qu'il répétait toujours que Kyungu était son frère. Même, je crois qu'il disait son jeune frère. Et des passages au Katanga, il aurait déclaré encore quelque chose de trop fort en disant qu'il serait ou qu'il était originaire du Katanga. Lui, le président Étienne Tshisekedi, et du territoire de Kabongo. Je crois que ça ne dit rien à quelqu'un qui vit à Kinshasa, mais faire une telle déclaration en étant au Katanga, c'est trop fort. Et on dira, bon, c'était juste une stratégie politique. Moi, je crois que c'était une stratégie politique, c'est quel pays? Si c'était une stratégie politique, c'est qu'elle était payante. Parce que à quoi aurait servi de mettre du carburant sur des feux qui brûlent? Et ça, il a pu bien le faire jusqu'à sa mort, en tout cas que je sache. Mais sous toute réserve, généralement quelconque, s'il y a quelqu'un qui a des éléments, ce sont là, je crois, des qualités plus politiques et celles que j'ai évoquées en termes d'humilité par rapport au service du quartier. Commune, c'est encore plus grand. Je n'analyse pas ça en termes d'échec ou de succès, mais j'analyse cela en termes de destin. Avant que cette interview ne commence, vous avez cité Lumumba, c'est sorti de votre bouche. Et Lumumba n'a jamais été président de la RDC. Combien se déclarent lumumbistes au Congo comme en dehors du Congo? Donc c'est ça ma réponse. Je crois que l'essentiel, Étienne Tshisekedi n'aura pas réussi son combat politique seulement qu'en étant président de ce pays. Je crois qu'on peut en avoir un ancrage, j'allais dire immortel, mais un ancrage à longue durée en ayant fait ce qu'on a pu faire dans le temps que Dieu vous a donné. Ne connaissez-vous pas dans ce pays, je parle de la RDC, des gens qui n'ont été que gouverneurs, qui n'ont été que ministres, qui n'ont été que députés, qui n'ont été que journalistes, qui n'ont été, mais dont la mémoire collective se rappelle toujours comme des exemples à suivre. Donc, qu'Étienne Tshisekedi ne soit pas devenu président de ce pays, cela ne devrait pas être considéré comme un échec. Et je m'arrête à lui justement. Je ne vois pas les autres en termes de nom qui a eu une récompense parce que son fils est devenu, je ne vois pas les choses en ces termes. Son fils a son parcours et c'est son parcours qui l'a amené là où il est et c'est pourquoi je parlais en termes de destin. Nous avons nous tous un destin et ce destin s'évalue dans la mesure où on a pu faire quelque chose, assumer des charges, pas nécessairement politiques, mais avoir de l'impact et de l'ancrage en termes d'exemplarité. Si vous le permettez, tous les souvenirs que j'ai eu comme bourgmestre de Limete, permettez-moi d'ouvrir cette incise, il y a ce qu'on a appelé Septembre Noir, qui consistait, je crois, pas pouvoir prolonger le mandat du président de la République en 2016. Il y a eu des manifestations d'une rare violence à Limete. Ça devait être le 19 septembre.
Cette manifestation doit avoir aligné plus de 25 000 personnes, de jeunes dont la majorité devait avoir moins de 20 ans. Je dois vous avouer, en termes de pronostic, lorsque ma hiérarchie m'a demandé de pronostiquer sur la fin de cette manifestation, j'avais dit que, vu l'âge des personnes qui manifestaient, je crois qu'il fallait s'attendre au pire, et le pire est arrivé. Ce n'était que ma façon de voir les choses dès le départ. Je ne vais pas parler de moi, je suis resté en otage dans mon bureau toute la journée. J'ai été exfiltré tard vers la nuit, sous une escorte très forte, parce qu'il n'y avait pas de circulation à limiter. Il y a eu plusieurs morts dans cette manifestation, comme si cela ne suffisait pas. Quand on s'est réveillé le matin, c'était le siège de l'UDPS qui avait pris feu. Et j'évoque cet épisode parce que ça a été le glas qui a sonné, parce qu'avec ça, il n'y avait plus maintenant de relations qu'on a tissées sur les fils d'aiguille avec le parti UDPS, parce que après ces événements, aucune personne ne pouvait plus se rendre au siège de l'UDPS, même pour déposer un courrier. Aucune signification, aucune notification ne pouvait se faire. Et si par hasard, un agent se présentait au siège avec un courrier quelconque, était purement et simplement chassé. Et quand même détériorer les relations qui existaient entre la commune délimitée et tous les autres partis politiques d'opposition. De mémoire, je me rappelle que l'Assemblée nationale a adressé un courrier au parti UDPS et on a dû recourir aux bonnes relations que j'avais à l'époque avec l'honorable Peter Kazadi, parce qu'avocat, moi-même avocat, pour lui faire parvenir le courrier, j'ai dû moi-même le prendre en main, appeler le confrère Peter Kazadi pour lui demander si, par quel moyen, je pouvais lui faire parvenir ce courrier qui émanait de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que j'ai rien complet pour dire que on n'a pas géré ces événements seuls. Il y avait toujours une bonne part d'intervention de la ville. Il y avait plus d'effectifs de policiers que nous, mais pourquoi pas les niveaux nationaux aussi. Le temps que les événements commencent ou s'improvisent, le temps que vous obteniez du renfort, il fallait bien faire face à la réalité. Voilà, mais nos relations en termes d'interprétation, nous avons tout fait pour que la commune soit crédible vis-à-vis des partis de l'opposition, vis-à-vis des partis au pouvoir, et ça n'a pas été gagné à l'avance. Ça n'avait jamais été gagné à l'avance. Les événements vous précédez et vous vous trouviez vers le fait accompli. Dans ces conditions que je peux donner ces brefs témoignages. Ce n'était pas une relation personne à personne, mais par moment, en passant par tous les canaux nécessaires pour garder la paix et la tranquillité dans la commune délimitée. Vous aviez posé une question importante en termes de, il ne faut pas qu'on l'oublie, si on doit enseigner, n'est-ce pas, l'histoire d'Étienne Tshisekedi Lumumba. J'aurais répondu par une question, mais ce n'est pas mon rôle. J'aurais répondu en disant pourquoi pas. Et c'est quand même dommage de voir justement que des personnalités emblématiques comme lui
comme Laurent Désiré Kabila n'aient pas écrit aussi sur eux-mêmes ou bien sur leur idéologie. C'est bien que d'autres les fassent, mais moi j'encourage à ceux qui possèdent l'histoire de ce pays de pouvoir l'écrire, surtout lorsque ça concerne des personnalités ayant marqué un long moment l'histoire d'après notre indépendance. Parce que je ne sais pas si on va créer une histoire contemporaine de la RDC, mais souvent l'histoire de la RDC se résume en trois: avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation. Mais si vous prenez après la colonisation, Etienne Tshisekedi a marqué pratiquement les 40, si pas 50 ans d'après la colonisation, parce qu'il était déjà commissaire général en 61. Il était déjà commissaire général, c'est-à-dire il était au gouvernement, membre du gouvernement. Donc, pourquoi ne pas enseigner non seulement son histoire, mais l'idéal du combat qu'il a mené aux côtés des autres.